À une quinzaine de kilomètres de la caserne, la route passait entre deux crêtes, qui la longeaient durant près de 5 kilomètres. Quand le convoi s'engagea dans ce passage, les tirailleurs se mirent en garde, cartouches dans le canon, prêts à faire feu. Le soldat appelé me conseilla de m'asseoir sur le plancher afin d'être un peu protégé en cas d'embuscade par les rebords en tôle. Je fis comme il me dit. Tout à coup, là où les deux crêtes étaient les plus rapprochées de la route, je fus abasourdi par un tir intense qui semblait provenir de tous les côtés à la fois. J'entendais les balles siffler autour de moi et traverser les tôles du camion. Les balles traceuses provoquaient une lumière intense. Je n'avais pas eu le temps de reprendre mes esprits que le tir cessa subitement. Il n'avait pas duré 30 secondes. J'étais dans le camion, seul. Je ne m'étais pas rendu compte que les autres en étaient descendus. Les tirailleurs pour poursuivre les fêles et les prisonniers pour se mettre à l'abri un peu plus loin. Le camion roulait doucement. Après avoir dépassé les crêtes, il s'arrêta pour embarquer les soldats et les porteurs. Les casques de 2 tirailleurs appartenant au groupe de commandement étaient tout cabossés par les balles qui avaient ricoché. Arrivé à la caserne, une fois dans la chambre, j'appris la mort d'un lieutenant qui était dans le camion qui précédait le nôtre, tandis que le chauffeur du capitaine et 2 autres tirailleurs avaient été grièvement blessés. Un hélicoptère vint emporter les blessés et le corps du lieutenant. Malgré la réalité de tout cela, j'avais peine à y croire. Sur le coup, je n'avais pas eu peur. Dans la soirée non plus. Ce n'est qu'après, au cours de la nuit, que la peur m'envahit. J'étais repris de cauchemars et de tremblements comme au retour de la grande opération. Aux messes où j'allais dans la soirée, je fus frappé par l'air affligé dégradé. Ils parlaient tous de la mort du lieutenant, disant qu'il n'avait vraiment pas mérité cela et que c'était réellement un type bien. En les entendant parler, je les comprenais à peu près, car la plupart des gradés étaient arabes, et je commençais à comprendre l'arabe parlé. Je me disais que s'ils avaient pensé cela à chaque fois qu'ils avaient vu un mort ou qu'ils étaient allés tuer quelqu'un, il n'y aurait pas eu tant de massacres. J'étais frappé de voir leur tristesse alors que la mort des autres les rendait si gais. Ce lieutenant était un appelé de la même classe que Daniel. Il venait souvent le voir à la cuisine, et ainsi je le connaissais un peu. Il lui restait 4 mois à faire. Après le repas, le capitaine donna ses ordres au chef de section pour le lendemain, leur disant que la compagnie retournerait sur le lieu de l'embuscade. À 3 heures du matin, 2 sections partirent à pied pour encercler un douar qui en était très proche. La section de commandement partit plus tard à 7 heures avec les véhicules, emmenant 8 prisonniers que l'adjudant-chef avait sortis des cellules et des caisses d'explosifs. Il n'y avait jamais eu d'opération dure du côté de ce douar, qui n'avait jusqu'alors pas souffert de la guerre. Quand les Fels faisaient une embuscade, ils prévenaient toujours les douars voisins pour que la population fuit avant le retour des Français et échappe ainsi aux représailles. Cette fois-là, les habitants n'avaient pas été avertis. Ils avaient bien entendu crier au cours de la nuit, mais c'était une chose si courante que ce n'était pas une raison suffisante pour fuir. La route où avait eu lieu l'embuscade traversait le douar,
dont les mechtas étaient éparpillés sur une immense plaine bordée par des montagnes escarpées. J'ai le souvenir d'une image très belle de ce douar. En venant du village, on traversait une étendue désertique, absolument aride, sans aucune végétation, et soudain on débouchait sur cette plaine verdoyante, très colorée, par les champs de blé, de maïs, par des prairies, par de grandes surfaces en verger ou en oliveraies. De vrais ruisseaux écoulés, surgis du pied de la montagne. Des chevaux lâchés en liberté et galopaient. Quand on le traversait, on avait une impression de bonheur, de gaieté et de paix. Après une dizaine de minutes de route, nous y arrivâmes et nous nous arrêtâmes au centre. Les deux sections parties dans la nuit étaient, depuis le lever du jour, postées tout autour de la plaine, au pied des montagnes. L'une au nord, l'autre au sud du douar, que la route coupait d'est en ouest. Les deux half-tracks ne postèrent de part et d'autre de la route, des deux côtés des camions. Les deux mitrailleuses de 12 mm se mirent à tirer sur le bétail qui était dans la prairie et sur les habitants qu'on voyait hors de leur maison, la plus proche étant à une centaine de mètres. Le GMC de commandement et la Jeep continuèrent à rouler jusqu'au lieu de l'embuscade qui était juste à l'endroit où la plaine se refermait, et nous débarquâmes ainsi que les 8 prisonniers. Nous recherchâmes les emplacements d'où les fels avaient tiré, reconnaissables aux étuis de cartouches. Les 8 prisonniers furent abattus, chacun à l'un de ces emplacements. Puis nous rejoignîmes le convoi et les mitrailleuses qui continuaient à tirer par à-coups, se turent enfin. Les half-tracks et les 6 GMC se disposèrent tout au long de la route, espacés les uns des autres de 200 ou 300 mètres, et seuls les chauffeurs et les 2 servants des mitrailleuses restèrent à l'intérieur. Le groupe de commandement et les équipages de half-tracks étaient une vingtaine. Nous nous mîmes en ligne sur le côté nord de la route et entreprîmes de ratisser le douar en marchant vers le nord pour rejoindre la section qui était postée de ce côté-là et bloquer les paysans qui allaient tenter de fuir. En même temps, la section qui bouclait au sud se mit en marche vers la route devant laquelle les paysans s'arrêtaient à la vue des camions. Les maisons étaient systématiquement fouillées et mises sens dessus-dessous. La plupart des paysans s'étaient terrés dans leurs maisons après avoir compris en entendant tirer la section qui était en bouclage qu'ils ne pouvaient pas fuir dans la montagne. À coups de crosse et de pied, on en faisait sortir tout le monde et on les joignait à ceux qui étaient déjà ramassés et qu'on poussait devant nous. Au cours de la progression, les tirailleurs faisaient sauter au TNT et avec des grenades les moulins à eau qui prenaient feu avec les réserves de grains. Il y avait 4 ou 5 sortes de bazars qu'on incendia après les avoir pillés. Une fois toute la partie nord ratissée et les gens qu'on y avait trouvés rassemblés, la section en bouclage nous rejoignit avec quelques personnes qu'elle avait arrêtées. Lorsque le regroupement fut achevé, les tirailleurs firent passer tous les hommes un par un devant l'adjudant pour vérification des papiers et interrogatoire. Chacun, qu'il ait eu ou non des papiers, était roué de coups en même temps qu'interrogé.
Puis, à part une dizaine d'entre eux, ils furent relâchés dans un état épouvantable. Presque tous portaient des traces de coups. Les uns étaient couverts de sang, les autres boitaient. 2 des 10 qu'on avait gardés furent tués sur place d'une rafale. Du côté sud, la même scène se déroulait. Puis on quitta le douar avec une vingtaine de prisonniers, laissant derrière nous des maisons incendiées, du bétail mort, tué à notre arrivée, puis pendant la progression. À partir de ce jour, ce douar, jusqu'alors tranquille, vécut dans la peur. À chacune de nos sorties, on s'y trouva plus que les femmes et les enfants. Tous les hommes disparaissaient. Vers 18h, nous fûmes de retour. Les GMC étaient pleins du produit de pillage de douar. Sacs de café, sucre, farine, tissu. Nous avions pris aussi une machine à coudre. Des jours comme celui-là étaient des jours de joie pour les tirailleurs, car il y avait beaucoup à voler. Dans chaque musette, il y avait 1 ou 2 poulets, ce qui était exceptionnel vu la pauvreté des douars. La soirée se passa à boire et à écouter de la musique. Les poulets furent mis à cuire. Aux messes, les cadres étaient tout aussi gais. Je pensais à ces gens qui venaient de piller un douar et de tuer une dizaine de personnes, et que cela avait rendu heureux et saoul, alors que la veille, la perte d'un des leurs leur avait causé tant de peine.